Et ça y est, c'est à nous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et ben encore une nouvelle petite soirée spéciale avec nos invités. Je suis très content de recevoir ce soir Mickaël Gantois. Bonjour Mickaël. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Bonjour On va Thomas. se présenter. Mickaël Gantois qui est aussi professionnel et professeur à Rubica. Oui. Très content de recevoir Merci. Thomas Machard, étudiant à Rubica en 4e année. C'était grave. Et on va parler de Sculpt ce soir. On parle de Sculpt dans sa, on va dire dans sa grosse généralité et avec plus de précision avec le logiciel ZBrush qui est, on va dire, c'est un peu le leader du marché. Oui. D'accord. Bon, on va C'est partir. l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Ouais. Ok. Eh ben, écoutez, de toute façon, les gens vont arriver au fur et à mesure. Salut tout le monde. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Mickaël est là pour y répondre. Et puis, on est tous là aussi pour discuter tranquillou autour d'un petit sculpt. Voilà. Exactement. C'est parti, on commence. Moi, je me rappelle, donc il y a un petit moment, on n'avait pas de sculpt, d'accord? On n'avait Oui. pas de logiciel de sculpt, on C'est n'avait vrai. rien, on avait des logiciels 3D, et dès qu'il fallait faire des trucs un peu visage, main, tout ça, bon, c'était quand même un peu délicat. Comment c'est arrivé? Je ne sais pas si tu te rappelles à un moment donné. Je crois que c'était le premier logiciel en fait à proposer ça, je crois. Oui. Et c'était un peu particulier. C'était pas vraiment de la 3D. Est-ce que tu te rappelles de ce truc-là? Alors, c'est pas le premier logiciel à proposer un peu de sculpture. C'était des logiciels qui étaient liés avec des machines un peu retour haptique. Je ne sais pas si tu te souviens. Ah oui, je me rappelle. Tu vois. Exact, Mais c'était exact. plutôt des modeleurs NURBS. Oui. Donc on n'allait pas très loin avec Polémus, c'était le nom ça. dont je me rappelle. Ouais, exact. Voilà. Et bon, alors c'était intéressant, il y avait un retour de force et tout, c'était très sympa, mais on ne pouvait pas aller très loin dans le détail. C'était vraiment un outil pour designer en fait. Il fallait rester sur de la surface assez lisse, assez pure, etc. En fait, dis-moi si je me trompe, mais j'ai un souvenir de sculpteurs, de vrais sculpteurs, qui faisaient leur sculpture et qui ensuite dessinaient des lignes. Oui. Et on venait pointer point par point les lignes. C'est ça. Et ça crée des NURBS C'est ça. qu'on venait raccorder ensuite. Ouais, et c'est une technique qui a été employée pendant quelques temps chez Pixar, par ailleurs. Ouais. Donc voilà, on avait des sculpteurs vraiment physiques qui étaient là, qui faisaient vraiment qui montaient leur glaise, qui allaient très loin, et qui recréaient effectivement en fait des points, donc ce qui allait devenir la topologie par la suite pour Pixar. Ça n'a pas perduré plus que ça. Oui, je pense. En tout cas, j'en ai pas vu souvent après. En tout cas, bon, des sculpteurs, il y en a toujours, mais ils sont passés au numérique pour le coup. Ok. Pour pas mal d'entre eux. J'y pense avant de partir en bille en tête là-dessus. Je voulais qu'on se présente rapidement. C'est vrai que je suis passé directement à la case ZBrush, mais Mickaël, oui. Tu es un professionnel depuis un petit moment. Oui. Et qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je suis artiste 3D plutôt spécialisé en Cara maintenant, mais j'étais généraliste pendant de nombreuses années. Donc voilà, j'ai travaillé pas mal pour le jeu vidéo, travaillé pour la série d'animation, pour pas mal de petites choses différentes, de la publicité, etc. Voilà, De très la généraliste. figurine, voilà, très généraliste, mais en même temps, là où il y avait des opportunités d'apprendre de nouvelles choses et de proposer de nouvelles choses, c'était bien de pouvoir être là à ce moment-là, quoi. Ok. Donc c'était cool. Donc tu as commencé, mais est-ce que... Enfin là, on parle surtout de modélisation de sculpt, mais est-ce que tu as fait d'autres choses que ce secteur-là? Oui, complètement. Alors moi, j'ai commencé généraliste. Donc généraliste, c'est-à-dire qu'on est sur... vraiment tout un ensemble en fait, une panoplie de compétences. De compétences, ouais. Voilà, à avoir. Donc ça commence effectivement toujours par le dessin. On passe par la suite sur la modélisation 3D, des choses comme ça. Voilà, le texturing éventuellement, et puis on passe les phases de création de squelettes, ce qu'on appelle le rig, l'animation, le rendu, etc. On peut peut-être parler du coup du pipe, mais avant, je vais présenter Thomas, parce que j'ai dit que tu étais donc étudiant en 4e année. Tu peux nous dire, ce que ça va déjà? Ça va très bien, ouais, nickel, parfait. Non, ça se passe bien. Puis, tu fais quoi en ce moment? En ce moment, on est sur la reproduction de séquences. La reproduction de séquences, juste raconte-nous un tout petit peu ce que c'est. C'est un exercice qui vise à reproduire une séquence d'un film. Approche un tout petit peu le micro. Ouais. Voilà. Du coup, reproduire un film du coup à l'identique en 3D. Ok, donc il y a plusieurs plans, il y a un plan, ça marche comment? C'est une séquence de quelques secondes, donc là il y a plusieurs plans, il y a la nôtre en tout cas. Donc ça c'est l'original. Ça c'est l'original. Qu'on connaît, qui est mignon. Faut préciser quand même. Mais ouais, donc l'original, mais du coup il faut la reproduire entièrement. Entièrement de A à Z de tout. Ok, vous êtes des équipes de combien?
Bonne question. On est 5, je crois, si je peux connaître. Ouais, 5 ou 6, je crois. Ou peut-être, ouais. 5 ou 6, Mais sur ouais, combien de temps? Sur 2 mois. Ok, donc ça, c'est l'exercice du moment. Ça, c'est l'exercice Ok. du moment. Et juste parce que toi, pendant qu'on va discuter, et puis tu pourras bien sûr interagir à tout moment, Ouais, bien sûr. mais du coup, tu vas faire du sculpte un petit peu là, du coup. Ouais, là, je vais retoucher un peu ce qu'on peut voir là à l'image, c'est la petite table. Ouais. Du coup, je vais retoucher un peu des trucs qui n'allaient pas. Ok, bon, Ça- ben, on reviendra te voir. Tout propre. On va revenir te Ça voir. marche. Michael, Oui. est-ce que du coup, on parlait un peu de pipe? Oui. Et on parlait un petit peu de la notion de, tiens, on fait ça à tel moment, à tel endroit. Est-ce Ouais. qu'on avait regardé, tu as un petit schéma Oui, qui... bien sûr. Alors, on a la possibilité de voir donc voilà les différentes étapes en fait de création pour Alors, des dézoome pas trop assets qu'on de puisse films. bien voir. Donc voilà, donc la première en fait concerne forcément la direction artistique, Ok. la pré-production en quelque sorte. S'ensuit les périodes de sculpt et de modeling, de rig et de blend shapes, texturing, lighting rendu. J'ai pas mis le compositing, mais c'est dans la continuité en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez simplifié, un schéma assez simple. C'est pour comprendre comment ça s'enchaîne. Là, après, tout expliquer d'un coup, c'est un peu compliqué, mais Juste pas pour, l'objectif. non, c'est pas l'objectif. donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qu'il se passe. Je n'arrive pas à voir la deuxième page. Voilà. Donc là, la deuxième page, qui est ici, eh bien, on va retrouver la même séquence, on va dire, la même temporalité de production, mais on va y ajouter en fait de nouvelles choses. Donc là, au tout début, tout commence d'un dessin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, on a plutôt une tendance à faire ça au tout début de la production. Donc, on planifie un peu les choses, Ok. on fait les recherches graphiques, et puis après, on se dit ça serait bien de les voir en volume. Ok, donc talent 2D, à ce moment-là, on fait appel à Complètement. des gens qui sont plutôt basés sur on Sur du dessine, dessin, on voilà, tout à dessine, fait, voilà. on fait tout ce qui est design Ouais. perso, etc., Bien sûr, etc. bien sûr. Alors, la 3D, bien sûr, ça requiert quand même aussi des aptitudes en dessin. C'est toujours un travail qu'on fait, malgré tout. On n'est pas obligé d'être parmi les meilleurs dessinateurs, mais en tout cas, être en capacité de pouvoir s'exprimer graphiquement correctement, c'est très bien. Pour les persos, peut-être anatomie aussi? Complètement. Alors justement, ça en fait vraiment partie. C'est vraiment essentiel d'avoir de bonnes notions d'anatomie. Même l'anatomie, si elle est stylisée, si on prend des personnages cartoon, Ouais. il y a quand même en fait une cohérence derrière tout ça qui est important de connaître. Ouais, clairement. Voilà. Donc voilà, quand on passe là-dessus très très vite, on passe donc très très vite sur un concept art dit 3D. Et c'est là qu'on va justement faire intervenir pour la première fois ZBrush dans le pipe. Alors, je veux bien qu'on s'arrête là, on reviendra sur le Bien pipe, sûr. tu vois. Comme ça nous permet de bien comprendre. Donc, on est dans cette étape-là où, globalement, on a la 2D, on a des designs, et puis là, tu as quelqu'un qui arrive et qui va mettre ce dessin, finalement, en 3D via ZBrush. Tout à fait. Cette étape, tu l'as appelée comment? Alors c'est le concept art 3D. Concept art 3D, Ouais. j'ai entendu moi sketching, mais en gros, c'est une étape où j'ai l'impression que la prise en compte de tout ce qui est ce que nous on appelle topologie, donc qui est très important dans l'univers 3D, Oui. c'est moins important à ce moment-là, j'ai l'impression. Alors, tu as tout à fait raison. Ce qui se passe, en fait, c'est que ce qui est assez bien avec ce logiciel, c'est qu'on a réussi à séparer en fait deux mondes. Le premier monde où, en fait, on est vraiment sur l'expression visuelle, formelle, c'est au centre de la préoccupation. C'est là où on va dessiner puis sculpter. Reproduire vraiment la forme. Exactement, trouver le bon volume, trouver vraiment la justesse, on va dire, dans les volumes. Et puis la partie qui est un peu plus technique, qui est celle de la création de la retopologie, qui va être essentielle pour tout le reste de la Donc production. très technique là pour le coup. Plus technique. Ouais, il faut savoir, quoi. Il faut savoir comment marche. Exactement. Peut-être même que l'anatomie va pouvoir aider. À ce complètement. moment-là. Alors à ce niveau-là, du coup, si on peut peut-être parler de cet absolument, ouvrage-là. c'était le Donc but. là, l'anatomie, globalement, elle est vraiment centrale dans tout ce qu'on fait, surtout sur la création de Cara. Et donc ce que je conseille souvent aux étudiants et même à certains pros, en fait, c'est d'utiliser des petits bouquins d'anatomie qui est facile en fait de sortir de chez soi. Ce petit bouquin-là, donc moi j'ai aucune... Michel Lorisella n'est pas un de mes amis, j'ai aucune part là-dedans, mais dans tous les cas, Michel Lorisella a bien saisi en fait la problématique de l'anatomie pour les artistes. On vous mettra éventuellement, lien, on vous mettra le lien effectivement. après. Et donc là, il s'agit en fait de l'anatomie morphologique, de l'anatomorpho, donc d'où le nom morpho en fait. Okay. Et alors, il s'agit simplement en fait de recréer des morceaux d'un corps humain, en fait, de la manière la plus synthétique possible. De cette manière, en fait, on peut facilement entreprendre,
mieux comprendre les volumes et les restituer en fait en dessin. Et bien entendu, ça, on s'en sert également énormément en 3D. Donc c'est un ouvrage qui, à mon sens, est vraiment central en fait dans l'apprentissage. Je le dis souvent à mes étudiants, moi je crois que j'en ai eu 3 le même. Ouais. J'en ai tué 2. J'en ai tué 2 à l'atelier, voilà, à force de l'utiliser, de le trimballer, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'il tient dans la poche. Les beaux bouquins d'anatomie de mamie, les gros comme les ça, gros là. bouquins, on a peur de les abîmer, etc. On les sort pas, finalement, on s'en sert pas. Bon, au mieux, ça fait un cale-porte. Ça, c'est un peu problématique. C'est mieux d'utiliser ce genre d'outils, pour le coup, tous les jours. Finalement, plus synthétique, mais peut-être avec ce qu'il te faut pour... Exactement, pour démarrer, pour Ouais. travailler, etc. Ok. Et c'est très intéressant. Alors, effectivement, on est sur quelque chose de plutôt réaliste au niveau du traitement, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, à partir de là, il y a juste, en fait, des petites variations à faire pour retrouver une stylisation telle qu'on la souhaite. Tout à fait. Mais à la limite, la stylisation, j'ai envie de dire que c'est déjà un autre niveau de compétence. Et de compréhension. Parce que finalement, j'ai l'impression que tu as énormément d'ouvrages, notamment pour faire du réaliste, parce qu'on se base beaucoup sur les muscles, et puis c'est nous-mêmes, donc on peut se voir, etc. Alors que aller faire tout de suite du stylisé, ça te demande une compétence de voilà, les derniers trucs, arcane et machin. Oui. Il faut savoir un petit peu comment styliser. C'est pas juste j'aplatis là et j'arrondis ici. Alors quoi. la stylisation sur Arcane, bon après ça va être un peu délicat pour moi d'en parler puisque je n'ai pas travaillé dessus, mais pour le coup je pense qu'on est quand même sur on va dire quelque chose d'encore relativement réaliste. Oui, je suis d'accord. C'est plutôt sur le rendu en fait, où on va être sur quelque chose de plus illustratif. C'est vrai, tout à fait. Donc revenons sur notre ZBrush de cette étape-là, de l'étape de, on va dire, sketching ou ce que tu appelles... Alors le concept art 3D. Concept art 3D, je n'arrive pas à... C'est pour rester dans la logique, de concept art 2D, 3D. Exact. C'est pour ça, mais effectivement sketching c'est le terme qu'on voilà. utilise. Donc du coup, ce que j'aime bien dans cette étape-là, c'est que finalement les compétences typiques de 3D, comme tu disais, sont un peu séparées. Ouais. Et on est là, on peut se laisser aller un peu au sketching. Tu peux peut-être juste nous montrer à quoi ça peut ressembler. Oui, bien sûr. Ou juste, tu vois, à partir d'un rien ou Bon, on peut partir d'un rien, effectivement. Donc, on va partir, par exemple, d'une sphère qu'on est là comme ça. Donc là, bon, cette sphère, je vais la convertir en un outil un objet que je vais pouvoir un petit peu déformer. Et puis, j'ai des brushes, en fait, qui vont me permettre de tirer, comme si c'était de la glaise virtuelle, bien entendu. Et puis, je vais pouvoir un petit peu commencer un petit peu à donner, en fait, des petites formes, des petites informations comme ça. Donc là, je peux un petit peu retravailler les choses. Donc là, je travaille vraiment sur la forme. Je vais remonter un petit peu pour un petit peu plus de choses. On voit un petit peu mieux les choses. Donc voilà, on a la possibilité en fait de transformer notre objet en fait en un objet un petit peu, ce que me disait un de mes fils là il y a quelques temps quand il me voyait travailler, il me dit c'est marrant quand tu travailles on dirait du comment dire ça, du Minecraft, mais en joli. Oui, c'est ça. Donc voilà, bon, ça m'a fait plaisir pour le coup, c'était assez sympa. Et en fait, c'est vraiment ce côté un peu très ludique en fait, de pouvoir construire ce qu'on veut comme on veut, qui est vraiment intéressant. Donc on peut vraiment en fait très très rapidement. Ça va super vite. Donner, à ce niveau-là, ça va ouais, très très vite. Ouais. Et tu cherches pas forcément dans un premier temps à faire du détail. Tu es plus dans la recherche de la forme. Exactement. Ouais. C'est vraiment la mise en place de la forme, ce qu'on appelle monter le personnage. Alors moi pour le coup j'ai fréquenté quelques années des ateliers de sculpture. Donc voilà, celui de Guy Lepers à Lille notamment, qui est à mon sens un des meilleurs sculpteurs. Il travaille sur pas mal de monuments, de choses comme ça. Okay. On a eu la chance de l'avoir comme enseignant à une époque ici. Je pense qu'il est un peu trop occupé actuellement pour pouvoir revenir là-dessus, mais on a d'excellents profs de sculpture, notamment comme Caroline Chopin, qui viennent nous gratifier, on va dire, de leurs cours, enseignements. En fait, l'enseignement. Donc ça, c'est très très bien. Et donc, pour le coup, j'ai appris vraiment beaucoup de choses avec Guy Lepers, avec son enseignement. Donc ça, c'est vraiment des trucs comme ça. Alors ça, c'était il y a pas mal d'années. Là, on est sur cette fameuse étape de sketching, où finalement, tu as besoin de poli, tu en rajoutes, tu veux que ce soit plus lisse, tu peux être plus lisse. Tu n'as pas de contraintes véritables autour de la 3D. Non. Mais je sais de fait, et on en a déjà parlé, cette étape-là, elle peut aller assez loin, on peut même surdétailler, etc. Mais évidemment, on ne peut pas l'utiliser pour l'animer, pour en faire un film. En fait, ça sert juste éventuellement de masse modèle, en fait, de masse. C'est ça, exactement. Alors, l'étape suivante, en fait, ça, on peut la décrire ici. Donc, il s'agit, en fait, de récupérer les informations. Donc là, je vais passer sur un autre
une autre page qui est peut-être un petit peu plus précise, où on va indiquer en fait les différentes phases de construction. Donc là, ce qu'on a vu jusqu'alors, c'était une phase un petit peu simplifiée, une lecture un peu simplifiée du pipe, qui fonctionne malgré tout, hein. Mais là, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe de la 2D à la 3D pour passer en phase de sculpture. La sculpture, phase 1, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler en rough, donc on a notre rough qui est là, qui est à peu près OK. On va dire, là, j'aimerais pouvoir aller un peu plus loin dans le travail. Ça serait quand même sympa. Alors là, c'est délicat parce que j'ai vraiment pas grand-chose. Évidemment. Mais j'aimerais aller un peu plus loin. Donc par exemple, c'est comme si je passais, en fait, donc je vais prendre ce modèle-là, ce sera plus évident en fait, pour comprendre. C'est comme si je passais en fait de ce modèle là, par exemple, un truc comme ça, vite fait, et je recrée une topologie. Donc recréer une topologie, alors je vais vous montrer un peu le... Alors topologie, juste pour expliquer rapidement, c'est en fait la façon dont les polygones, donc les polygones sur les petits carrés qu'on voit, la façon dont les polygones sont agencés pour reproduire, après il y a des muscles sur le visage, il y a des formes, il y a des choses, on ne peut pas mettre les carrés de n'importe quelle manière, et en gros ça s'appelle le travail de topologie. Ouais, c'est ça. Alors là pour le coup, on va imaginer que là on a été un petit peu plus loin dans le travail de notre modèle. Je vais attendre un peu, ça rame un peu, j'ai l'ordinateur qui a besoin d'un petit peu de temps. Donc voilà, donc là ce qui se passe c'est que j'ai un modèle qui est un peu rough, etc. J'aimerais bien aller un peu plus loin, et donc je dois organiser un petit peu mon travail pour aller un peu plus loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander en fait à ZBrush de recréer une topologie temporaire. Donc cette topologie temporaire, c'est pas quelque chose qui est maîtrisé à 100%, hein. Pour le coup, c'est quelque chose qui pour le coup doit être régénéré, on va dire. C'est un algorithme de génération temporaire de plein de polys. On pilote, voilà. On dit tiens là je veux ça comme ça, telle forme, tel machin, etc. Donc là on va pouvoir aller un peu plus loin, corriger les volumes et aller un peu plus loin dans le détail. Et donc sur détailler, ouais. Okay. Exactement. Ok, très bien. Donc on a on va dire notre modélisation dont on récupérait du dessin en fait. Tout on a commencé. Ouais. Ensuite, on va pousser cette modélisation à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Ouais. Cette modélisation-là, on la récupère dans un autre logiciel, du coup oui, complètement. Dans un logiciel 3D. Alors, c'est Maya, c'est Max, c'est tout ce qu'on veut. En fait, c'est Blender, c'est voilà ce qu'on veut. Ouais. Alors, petite parenthèse pour ceux qui utilisent Blender, puisque je sais qu'il y a plein de jeunes et plein et moins jeunes qui utilisent Blender, ne serait-ce que pour apprendre la 3D. Hein. Alors moi, je vous dis ça, c'est une très très bonne idée, parce que Blender, c'est un super logiciel, il est gratuit, il sait tout faire. Il y a plein de trucs qui savent faire même mieux que les plus grands. Hein. Mais rappelez-vous juste qu'aujourd'hui, tout simplement, la situation dans laquelle on est, entre guillemets, le travail pour faire tous ces films-là, Blender n'est pas encore à 100% dedans. On est encore plus sous des logiciels comme Maya et comme Max et comme voilà. Et du coup, c'est juste pour vous dire, voilà, n'oubliez pas que c'est bien pour apprendre, mais qu'à un moment donné, il faut repasser sur un logiciel pro. Complètement. Voilà. Et donc, on arrive dans cette situation où on a importer ce modèle extrêmement divisé, finalement, dans Maya. Exactement. Alors, je prends Maya comme exemple parce que c'est le mien, mais ça pourrait être un autre. Oui. Voilà. Alors, Maya, effectivement, Maya fonctionne très bien. D'ailleurs, c'est l'une des qualités que je lui reconnais, c'est surtout d'avoir un outil de retopologie simple, mais très efficace, très fonctionnel. Chose que je regrette un peu sur d'autres logiciels qu'on ne peut pas forcément voir. Par exemple, les S-Max, les outils de retopo ne sont pas toujours évidents. Ils sont bien, mais ils ne sont pas toujours aussi simples, user-friendly, je trouve. Parfois, mais après, Max, c'est un excellent logiciel. Hein, j'ai commencé dessus. Voilà, très très bien. Et puis Blender, en fait, lui, il propose des choses. Il y a des offres, mais qui sont plutôt de l'ordre des add-ons. Alors, les add-ons, c'est des petits programmes qu'on va, des petits plugins, voilà. Exactement. Alors ça, c'est vraiment bien et un peu embêtant parce que c'est bien parce que c'est la communauté qui produit des choses. Donc ça, c'est très chouette. Mais on ne peut pas forcément mettre à jour son Blender quand on veut, puisqu'en fait, il faut attendre que l'add-on en question soit mise à jour pour qu'il soit compatible avec la nouvelle version de Blender. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est un super logiciel pour travailler chez soi, pour tout seul. Et voilà. Maintenant, il y a des prods qui se font avec, mais je dirais que quand on l'apprend, c'est vraiment, je le conseille parce que c'est le logiciel gratuit le plus ouvert qu'on puisse avoir, quoi. Et d'ailleurs, vous avez un mode de sculpture qui ressemble à celui de ZBrush dans Blender, pour ceux qui ne le savent pas, et qui est très puissant, vraiment très puissant. ZBrush restera toujours en tête pour l'instant parce qu'il propose plus d'options, mais celui de Blender vraiment est étonnant. Ouais. Voilà.
Tout à fait. Son seul défaut, finalement, c'est que l'argent qu'on ne met pas dans le logiciel, on doit le mettre dans l'ordinateur pour faire tourner. Le sculpt. Voilà. C'est son seul défaut. Je voudrais juste poser la question du coup à Thomas. Est-ce que tu as commencé directement à l'école avec Maya ou est-ce que tu avais du coup essayé un autre logiciel du genre Blender ou autre? Jamais. Moi, j'ai commencé avec l'école. Moi, j'ai Maya direct et Ok. je suis vraiment passé de la 2D à la 3D Ok. avec les cours. Et du coup, même après coup, tu as essayé Blender? C'est vrai que pas du tout pour le coup. Ok, non mais c'est vraiment c'était pour savoir parce que bon il y en a qui commencent avec, d'autres qui l'apprennent après. C'est bien de s'y mettre aussi, je pense. Enfin, moi je le conseille, c'est un super logiciel. Je pense qu'il faut en fait on fait de la 3D tous et je trouve que il faut pas se fermer à tout ce qui se fait. C'est avant tout un truc de on apprend plein de choses, tu vois, c'est comme ouvrir un nouveau livre pour moi, tu vois, c'est toujours à chaque fois hyper intéressant, tu apprends des nouveaux trucs. Puis il y a des passerelles, enfin il y a des maintenant tu as vu il y a les mêmes mécaniques. Exactement, et puis finalement ça se ressemble, tu as les mêmes mécaniques, les objets s'appellent pareil, etc. Bon, voilà. Donc juste pour revenir dans notre histoire, on a du coup importé cette version ultra dev que tu as faite où tu as plein de détails, etc. dans Maya, d'accord. Et à ce moment-là, on crée quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc on recrée une topologie en fait, une retopologie. Alors la retopologie, le nom de retopologie, il y a le mot re dedans, c'est-à-dire qu'on recrée une topologie sur la surface de l'objet. Donc ça veut dire qu'on finalement on refait le modèle. Exactement. Alors on refait le modèle, c'est à peu près ça. Et même parfois en fait on peut même aller un petit peu plus loin dans certaines choses, notamment par exemple il y a des petites choses qu'on ne fait pas forcément hyper aisément en sculpture, qu'on peut un petit peu tricher dans Maya. Et puis après, on le récupère dans ZBrush parce qu'il retient une deuxième. Alors justement, une fois qu'on est dans Maya et qu'on fait cette topologie, on utilise des outils qui, du coup, nous évitent véritablement de recréer polygone par polygone. Disons qu'on le fait de manière un peu plus rapide puisqu'on a un modèle, qu'on s'applique dessus, et que c'est quand même beaucoup plus rapide que de créer un modèle de A à Z. Exactement. C'est ce qu'on a connu, nous, tous les deux, tout au début, quand on était jeune artiste. On devait, en fait, à la fois gérer... Notre balle de promo, rappelle-toi. Exactement. Ils n'auraient pas dû charger le pont. mais pour le coup, on devait à la fois gérer le volume et gérer la topologie. C'est ça. Donc ça, c'était quelque chose qui était extrêmement compliqué. Nous, on continue quand même à l'enseigner encore à Rubica, enfin Supinfocom, enfin Rubica, et parce que c'est important de savoir faire, parce qu'en fait, toutes les prods ne vont pas forcément avoir ZBrush dans leur pipe. Ça arrive des fois qu'il y a encore des prods où il n'y a pas ça, quoi. Mais en même temps, il y a quand même une espèce de... C'est extrêmement complexe, ça vrille un peu les neurones. C'est plus lourd, quoi, parce qu'on se retrouve à devoir gérer à la fois, attention, tu as trop de poly, mais à la fois, il te faut des détails. Et tu sais pas finalement comment je fais pour avoir des détails si j'ai pas assez de polygones pour les faire naître. Donc du coup, c'est là la séparation en fait. Exactement. En fait, dans tous les cas, dans ZBrush, on peut partir d'un modèle qui a déjà été un peu commencé dans Blender ou dans Maya. Ça peut être aussi quelque chose comme ça, une façon de faire. Et puis, moi, j'ai une tendance en fait à me dire, si je fais ça, c'était une façon de faire il y a encore quelques années. On le fait encore maintenant, bien sûr. On se disait, je vais récupérer ce modèle que j'ai fait dans Maya ou dans peu importe le logiciel, et puis je vais mettre du détail, et puis ce détail, je vais le récupérer sur des textures. Alors, ça pourrait fonctionner, en fait, pourquoi pas. Ça se fait encore. Sauf que la réalité, en fait, elle n'est pas tout à fait aussi idyllique que ça. Et souvent, on avait des gens qui disaient, mais moi, je vois pas l'intérêt de refaire une topologie, une retopologie, parce que finalement, je fais 2 fois le modèle. Oui. C'est absolument faux, en fait, dans le sens où on a une plus grande liberté, on va dire, de travail dans ZBrush from scratch, à partir de rien. Et puis, alors après, c'est pour certaines prods, on a vraiment besoin de normer, j'entends, qu'on prenne des modèles déjà un peu calibrés, mais globalement, moi j'ai tendance plutôt à partir from scratch, et à partir de ça, avec des bonnes échelles, bien positionnées, etc., en fait, j'ai la plus grande liberté d'expression artistique dans ZBrush. Oui, parce que ZBrush, c'est quand même un logiciel qui te laisse vraiment beaucoup de portes ouvertes à l'artistique, à la différence d'un Maya qui te conditionne à être ultra carré sur tes façons de faire. Oui. C'est ce que moi, par exemple, je n'ai pas parce que c'est pas mon truc, tu vois. Et là, c'est pour ça que des fois, on peut retrouver des artistes qui ne connaissent même très très peu de choses à la 3D, entre guillemets, qui sont pas là à savoir que derrière, il y a du rig, il y a du truc. Ils vont juste faire des super modèles dans ZBrush. C'est ça. Et ils vont juste sketcher des trucs de fou.
Et en fait, toi, tu te démerdes pour récupérer un peu ça et le recaler en faisant ta rotopo, quoi. Exactement, exactement. Alors après, l'idéal, c'est de savoir un peu tous les métiers, Oui, là, comment ça marche. je grossis le tableau, Mais mais effectivement, on peut se retrouver avec des artistes vraiment ultra spécialisés, uniquement dans le sculpt, en fait. Hein, voilà, c'est vraiment c'est aussi une caste. Enfin, pas une il caste, mais faudra qu'on se parle de encore ça un aussi, savoir si c'est vraiment. Je te poserai les questions, Ouais. savoir si c'est vraiment possible de faire que ça, quoi. Oui, bien Voilà, sûr, il y a bien plein de sûr. questions autour de ça. Je rebondis tout de suite, et, parce qu'une fois qu'on est dans Maya et qu'on a créé ce fameux modèle qui est moins lourd finalement, Ouais. qui a moins de poly, donc tu perds forcément du détail. Oui. Parce que tu crées moins de polygones, mais ils sont mieux agencés puisque tu as créé la topologie, ce qu'on appelle. Tout à fait. Je voudrais juste dire pourquoi on le fait. Parce qu'on veut conserver un modèle moins lourd, déjà, première chose. Tout à fait. Qu'on puisse riguer pour le rendre animable. Exactement. Ça, c'est c'est le grand truc pourquoi on fait ça. Complètement. Ouais. On veut qu'il soit animable, parce qu'on fait des films d'animation. Donc notre animation, on ne peut pas bouger 1 million de polygones sur un joint. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc Non. du coup, on rend la chose possible. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on fait cette rotopo. Ok. Mais comment récupère-t-on les détails? Alors, c'est assez simple. On a, donc là, ici, sur ce petit schéma, on explique que là, on est sur une phase de retopologie. Alors, ça peut sembler un peu compliqué, mais ça ne l'est absolument pas, je vous rassure. En fait, on a ça, on a la retopologie, on a des choses à faire juste avant, en fait, de pouvoir passer à une étape suivante. En fait, ce qu'on va faire là, c'est récupérer des coordonnées d'UV, c'est-à-dire qu'on va mettre à plat le modèle, d'accord, comme si on faisait, en fait, eh bien, une espèce de peau de bête. Un petit peu, Okay. par exemple, comme une peau d'ours. Ok, Voilà, pour pouvoir peindre ça. dessus, en voilà, fait. ou simplement comment dire ça, un patron de vêtements. Un patron de D'accord. vêtements, c'est assez clair. Une fois qu'on a ça, on peut en renvoyer le modèle que l'on a en fait, voilà, de Maya vers ZBrush. Et ça, c'est le modèle que moi j'ai fait dans Maya Donc à là, partir de mon modèle. D'accord, donc ça c'est le modèle Rotopo, ouais, tout à fait. Rotopo Ouais. de ton modèle ultra détaillé. Exactement. Donc c'est la version extrêmement simplifiée du modèle, suffisamment dense pour pouvoir faire quelque chose. Là, j'avais des contraintes techniques assez particulières, donc j'ai un peu de densité, mais pas autant que je l'aurais souhaité. C'est OK. Et en fait, là-dessus, je vérifie bien que mes UV, mes coordonnées d'UV sont OK. Alors, donc ça, c'est le fameux dépliage qui permet de récupérer les textures. Exactement. Donc là, pour vérifier, on projette une texture sur le modèle pour savoir s'il n'y a pas de distorsion. En l'occurrence, il n'y en a pas. Donc on a de la chance, très très bien, on est content. Là, maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer en fait le modèle, un modèle qui est en dessous, en fait, original, et on va lui demander de reprojeter le détail. Ouais. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais projeter le détail, pouf, une fois. Je récupère un peu de densité. J'ajoute une subdivision. Donc subdiviser, ça veut dire diviser par 4 chaque polygone. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un polygone, on en aura 4. Donc c'est dire en 4 fait, fois tu plus de remontes tu remontes en densité, ouais. Mais cette fois-ci, tu remontes en densité avec une bonne topologie. Exactement. Et du coup, tu peux remettre tes détails, mais cette fois-ci, la topologie est bonne. Exactement. Et en fait, on va remonter à chaque fois, chaque niveau de détail, on va remonter. Comme ça, voilà, on récupère un peu de détails à chaque fois. Et à chaque fois, on peint dessus. À chaque fois, on vient rajouter, on vient reprojeter dessus. Enfin, les détails que tu avais fait, tu dis, attends, là j'en veux, hop, je reprends un autre, exactement. j'en veux, etc. Et puis en fait, on arrive jusqu'à notre, je sais pas combienième de subdivision, mais on a 6e subdivision. Ouais. Là, en l'occurrence, j'avais pas besoin d'aller plus loin, mais je pourrais aller plus loin si c'était nécessaire. Possible. On peut aller plus loin. Ouais. Et donc voilà, donc là on est sur un modèle avec une densité de polygones relativement moyenne. On est à 14 millions de polygones. Alors ça pour juste arrêter 2 secondes, 14 millions de polygones, jamais de la vie on va utiliser un modèle qui fait 14 millions de polygones en animation. Non. D'accord. On est vraiment dans l'idée de dire, on a un modèle qui est très haut parce qu'on récupère des détails. Mais c'est pas celui qu'on va utiliser en animation. Celui qu'on va utiliser en animation, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Effectivement, c'est celui-là. Qui avait beaucoup moins donc, de polygones. Celui qu'on a remis là au tout départ et qu'on a dit, bon, voilà, ça c'est notre modèle final d'animation. Oui, voilà. Alors effectivement, et donc la petite astuce là-dessus, c'est le fait de se dire, bon voilà, j'ai une modélisation qui est certes plus faible en polygones, comment je peux faire pour récupérer ça au moment du rendu? C'est ça. Et donc là, on va générer ce qu'on appelle une texture de déplacement, de displacement. OK. Et puis on va pouvoir, donc au moment du rendu, c'est au moment où on va demander à l'ordinateur de calculer l'image, on va lui demander de subdiviser le modèle comme on l'a fait dans ZBrush. Et les textures au moment du rendu, vont dire, là je pousse, je fais un creux, je fais une bosse, etc. Donc en fait, l'information de ton sculpte, tu la récupères dans
au moins 2 informations qui sont Ouais. la displacement Ouais, et la normal map. exactement. Voilà, qui sont 2 données très particulières dans la 3D. Une, c'est des déplacements de polygones. Ouais. Et l'autre, ce sont plutôt des déplacements de normal, on va dire des directions Complètement. normales. C'est ça. Voilà. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais globalement, avec ces 2 informations, Et bon, sur un modèle plus simple, tu peux Exactement. avoir le détail du plus compliqué. Exactement. À la fin, la différence entre le modèle plus haute définition qui est ici et le modèle qui est là, au moment du rendu, en fait, quand l'image sera calculée, eh bien, le modèle sera identique en termes de détail. De qualité, de détail. Exactement. Ok. Bon, ben ça c'est le pipe, c'est toujours un moment un peu complexe d'expliquer un peu comment ça d'où ça vient, où ça va. Mais ça, bon, c'est typiquement quelque chose qu'on apprend sur les productions, sur les différents travaux que tu fais, etc. Ouais. Donc à chaque fois, il y aura des variations de pipe, puisque dans certaines sociétés ou boîtes, on va faire plutôt comme ça, dans d'autres, on va plutôt faire comme ça. Donc ça, c'est pas très important. Le tout, c'est d'avoir l'idée générale. Et de pouvoir s'adapter à tout ça. Et de pouvoir s'adapter Ouais, à fait, tout ça. Alors effectivement, il n'y a pas d'absolu dans la 3D. Celui qui est clair, c'est qu'il n'y a pas d'absolu. Il y a plein de méthodes. Il y a autant de méthodologies intéressantes que de gens qui sont capables d'en développer. Ah oui, ça c'est clair. Donc à partir de là, il faut juste avoir l'ouverture d'esprit et être capable en fait d'écouter un petit peu ce que votre lead peut vous donner comme information. Et généralement, bon, c'est quand même dans le sens du projet. Donc savoir s'adapter à ça, c'est aussi pouvoir s'ouvrir à une plus grande facilité, aussi à travailler partout, dans toutes les sociétés dans lesquelles on est. Oui, ce qu'on disait, il faut rester ouvert aux travaux, différents travaux, même différents que tu ne connais pas, parce que finalement, quand tu as les bases, tu peux quand même vachement t'adapter à plein de choses. Alors, du coup, je me retourne vers toi. Et la question que je me pose, c'est sur les projets donc, de reproduction, c'est le titre. Vous avez appliqué ce pipe-là ou pas? Oui, bien sûr. Oui, on est obligé, parce que sinon c'est compliqué. Mais du coup, oui, c'est appliqué et applicable. Ok, donc là, si je dis pas, vous étiez sur une petite séquence de mignons. Ouais. Voilà. Sur les mignons, notamment, il y a peu de détails sur les mignons. Il y a peu, il y a quand même, il y a peu de détails sur le mignon, mais faut de tout, mon vue d'observateur. C'est quand même du boulot, mais c'est... Non, c'est pas ça que je veux dire. De détails, c'est fin, du genre à la ZBrush, tu vois. Sur le mignon, Sur le mignon lui-même, quoi. Après, c'est pas forcément, personnellement, pas forcément plus simple, je trouve. Enfin, après, c'est pas moi qui ai fait le skull du mignon pour notre pro, mais avoir des trucs très cartoon, parfois c'est compliqué. Il faut avoir des lignes très tendues, un peu, ou alors des trucs très courbés, très lisses. Il faut savoir être propre aussi. C'est plus simple, je pense, de faire quelque chose de grunge ou d'un zombie ou un truc un peu décharné. Enfin, je trouve dans le rendu, dans le sens où ça doit être presque parfait, j'ai envie de dire. Parce qu'on le sent dès qu'il y a un petit truc, ça va se sentir, quoi. C'est ça que tu veux dire par là. Si par exemple le truc n'est pas totalement arrondi, tu vas sentir la bosse ou le creux, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Ça laisse pas place à. Donc vous avez utilisé cette broche pour le mignon. Pour le mignon. La table. Pour la table. Le fromage ou pas? Pas les fromages. Non. Pour le chalet. Pour certaines parties du chalet. Ouais, le chalet. Ok. Et il y a des montagnes, c'est quoi? Et les montagnes aussi, oui. Le sol. Le sol, les montagnes. Ce qui va accueillir au final, tout le reste. Donc au final, vous l'avez utilisé sur 80% de votre image. On l'a beaucoup utilisé. D'accord. Sachant en plus que c'est pas une image, c'est une animation complète, hein, et que ça va assez loin dans le. Tu peux juste mettre un coup de play pour qu'on voit, parce que là en fait, voilà, à cet endroit c'est fixe. Hein. Là il y a l'animation, ok. Et puis ensuite ça dévale, quoi. Donc là, tu as quand même beaucoup de phases où voilà, tu as du sol, tu as le fromage, tu as énormément, encore des montagnes, etc. Donc ça, c'est la séquence que vous deviez reproduire. Hein. Ça, c'est la séquence vous êtes en train de reproduire. On est en train de reproduire. Donc du coup, quand je vois ça, tu vois, je me dis, 80% de l'image, quand même, elle est passée sous ZBrush, tu vois. Oui. Donc on ne peut pas dire que c'est une petite brique, c'est une grosse brique de la production. Oui. Oui, et une nouvelle fois, le tout dépend en fait de la vision qu'on a et du logiciel dans le pipe. On peut très bien s'arrêter, comme dans certains studios, en fait, à la phase préliminaire qui est plutôt, on va dire, la phase de direction artistique, vraiment sur le fameux sketch dont on parlait tout à l'heure, le concept art 3D. Et puis, pour d'autres, en fait, ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut aller, par exemple, nous, ça va plus loin. Je pense que maintenant, le grand standard, on s'arrête à la phase de Sculpt 2.
D'accord. Ouais. On corrige un peu les volumes qui n'étaient pas très bons, on corrige 2-3 pétouilles, etc. pour retrouver un peu le bon objet. Et puis, mais parfois, en fait, on peut aller encore un petit peu plus loin. Et ça va, en fait, par exemple, jusqu'au rig. Oui. Jusqu'au rig. Donc ça va, par exemple, on recrée des blend shapes qui seront avec un plus haut niveau de subdivision pour récupérer des petites rides, des petites choses comme ça, pour des choses très subtiles qu'on n'arriverait pas à récupérer avec une simple rotopo. D'accord. Ok, donc ça c'est encore dans une autre phase après l'animation, entre ouais. l'animation et le ouais. rig notamment, ouais. où on peut avoir besoin d'utiliser cet outil-là. Complètement. Et donc le sculpte, de manière générale même, j'ai envie de dire, pour ça. D'accord. Tout à Donc, fait. finalement, ça intervient à pas mal d'endroits. Et donc, du coup, est-ce que tu as les mêmes personnes au même endroit? C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un qui est au départ, qui est très sur le concept, etc., est-ce que c'est la même qui va faire l'anime, là, tu sais, le blend shape dont tu parlais Alors, ça pourrait être la même. Le seul truc qu'il y a, c'est que si ce sont des personnes qui sont formées en fait, pour faire ça, ça pourrait, mais tout dépend de la taille de la production. De la structure, ouais. Et puis aussi des compétences des gens. Mais dans l'absolu, quelqu'un qui est formé de manière un peu généraliste, ouais. Un généraliste plutôt orienté Cara, un peu comme moi, pour le coup, on aurait peut-être plutôt tendance à pouvoir faire un petit peu tout, en fait, c'est ça. pour le coup, effectivement. D'accord. Donc ça, c'est bien d'avoir des notions d'un petit peu tout ça, parce que du coup, ça nous permet de travailler sur une plus grande partie de la production, et puis on accompagne le bébé un peu plus longtemps. Oui, c'est ça, depuis longtemps. Exactement, puis on voit comment ça prend forme, etc. Et c'est toujours assez satisfaisant de voir un peu le travail évoluer. Quoi. Ok, donc, super. Bon, écoute, je crois qu'en tout cas, on a bien passé cette partie de pipe qui est toujours intéressante à montrer, parce qu'on ne voit pas forcément beaucoup. Nous, on sait comment ça fonctionne, mais les gens ne savent pas forcément qu'il y a autant de briques. Et en fait, quasiment... Une brique, je ne vais pas dire que c'est un logiciel à chaque fois, mais en tout cas, c'est des grosses étapes à chaque fois. Oui. Et ça peut demander d'ailleurs à chaque fois un logiciel, presque. Donc ça ressemble à une production, entre guillemets, en travail. Et c'est pour ça que les productions 3D d'animation peuvent s'étaler des fois sur 4 ans, avec des fois 200 personnes qui travaillent. Enfin, j'ai une anecdote à ce sujet-là, justement, notamment sur ZBrush. On parlait, c'est un de mes amis qui me confiait ça il y a quelques temps. Donc il était en production au Québec et il disait, le jour où il a rencontré quelqu'un qui naît d'ILM, qui avait fait des effets spéciaux sur les Avengers ou des choses comme ça, il me disait, il était super content de rencontrer, puis il dit, c'est quoi les secrets pour les muscles de Hulk et tout ça, machin, qui sous la peau, trop bien et tout. Et il me dit, alors la technologie, c'est incroyable. Et il fait, non, on a juste plein de gens. Oui, je suis d'accord. Et en fait, c'est juste plein de gens, donc des gens qui vont même s'amuser à sculpter frame par frame, à retoucher en fait la position des choses. Alors c'est marrant parce que j'ai exactement la même anecdote. Je savais pas que tu avais celle-là. En fait, je parlais avec un ami et il est allé à ILM. Il y a passé 2 ans, je crois, avant de revenir en France. Ouais. Et c'est il faisait il a fait beaucoup de choses, beaucoup de généralistes, mais il était très rig. Et je lui disais, la technologie du rig, ça doit être complètement fou. Et là, il me disait, en fait, le rig, c'est hyper archaïque, ça marche bien, mais c'est très archaïque. En fait, tu n'as pas tous les trucs, t'as pas les trucs un peu de nouvelles techno qu'on utilise. C'est vraiment le truc simpliste. En revanche, tu as plein de gens qui nettoient les pétouilles, qui nettoient les petits bugs, les petits machins à la main, frame par frame. Et j'étais un peu scotché parce que je me disais, ah ouais. On retrouve les métiers d'animation 2D. Tu les cleaners. Oui, tout à fait, les cleaners. Souvent, c'était un peu un métier qui était un petit peu négligé, un peu déprécié. Alors qu'en fait, l'esthétique du film, en fait, d'animation 2D, devait, à mon sens, on va dire, sur une image figée, c'était à 90% leur travail. Oui, forcément. Et après, en animation, c'est une autre histoire, mais pour le coup, ils sont vraiment essentiels. Et je pense sincèrement que les fixeurs, enfin les gens qui font du fixe anime ou du fixe de manière générale, ont une importance essentielle en fait dans la production. Et c'est parfois un petit peu... c'est important de les mettre un peu à l'honneur. On les met à l'honneur ce soir. Bravo les fixeurs, sans vous ça n'existerait pas. Donc les films n'existeraient pas, donc merci à vous. Petite chose. Alors attends, je lis un petit peu parce que des fois il y a des petites questions. Est-ce qu'il y a des équivalents à ZBrush ou c'est un must-have en studio? Alors, à mon sens, on a des équivalents. On a le Blender, là, on en avait parlé, le mode de sculpture de Blender est très intéressant. Après, comme je vous le disais, j'ai un peu du mal à rentrer dedans pour l'instant parce que j'ai pas encore les automatismes qui vont bien. Puis tu es tellement habitué. Les outils, oui, puis les outils qui manquent un petit peu de finesse. ZBrush, ce qui est intéressant, c'est qu'il est quand même un petit peu coûteux, mais
il ne coûte finalement, par rapport à d'autres logiciels, que 800 €, j'ai envie de dire. Oui, et puis, est-ce que c'est toujours... Non, alors il y a des loyers, mais je crois qu'il y a encore possibilité d'acheter ad vitam, mais oui. licence, mais je suis pas très sûr. Ouais, en revanche, il y a un petit challenger que je trouve assez intéressant, que je regarde du coin de l'œil avec beaucoup d'intérêt. C'est 3D Coat. 3D Coat, c'est donc 3D Coat. C'est un développeur. Ça fait un petit moment qu'il existe. Ouais, mais il a apporté un petit peu de challenge pour ZBrush. Le développeur, c'est un développeur ukrainien. Voilà. Et il développe ça, c'est une très petite équipe en fait, hein, et il développe des outils très rapidement, beaucoup plus rapidement. Il implémente des technologies qui sont présentées souvent au SIGGRAPH ou des choses comme ça, j'ai très vu des très trucs. rapidement. Et donc ça challengeait un petit peu Pixologic à l'époque. Bon, maintenant c'est Maxon qui a racheté ZBrush. Bon, ça évolue moins comme on le souhaiterait. Mais voilà. Et donc là, pour le coup, effectivement, 3D Coat est un vrai challenger très intéressant. Et à moitié prix. Ok. Donc voilà. Blender pas mal, ok, ça c'est ok. Non, je pense qu'on a répondu aux questions qui étaient là tout de suite. Du coup, je vais sauter tout de suite sur ton travail à toi. Ouais. Est-ce que éventuellement tu pourrais peut-être nous montrer des petites choses si tu en as derrière des fagots? Oui. Oui. Je peux parler un peu. Alors ça, par exemple, ça c'est des travaux de production de choses de projets un peu annulés en tout cas, donc pour le coup est-ce que je te montre un peu. Tu as des timings un peu qu'on sache combien de temps pour faire ça? Alors ça dépend. Là, je suis sur moins d'une dizaine de jours avec Retopo, Retech, Retopo. Oui, pas simplement le ZBrush. Ouais, ZBrush, c'est moins de 5 jours. En fait, ouais, d'accord. Okay. C'est moins de 5 jours avec les Retech inclus. Est-ce que c'est une habitude? C'est genre, un perso, c'est moins de 5 jours? Non, ça dépend en fait de l'exigence, ça dépend de l'exigence du projet, ça dépend des compétences des gens, bien sûr, et puis ça dépend aussi du client, de savoir si sait ce qu'il veut ou pas. Oui, non, mais bien sûr. C'est un peu ça, la plupart du temps, c'est un peu le plus gros problème, en fait, c'est les gens qui n'arrivent pas encore à définir ce qu'ils veulent. Mais on est là pour les aider aussi à trouver, on va dire, faire le bon choix, quoi. Ok. Donc voilà, donc ça, ce genre de choses, on va dire que sur un sculpt pur, j'en ai pour 5 jours à peine. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Bon, généralement, on a un premier œuf dans la première journée, première matinée, on a un premier jet qui peut être très intéressant. Après, ça dépend des gens aussi, hein. Ça dépend aussi de la façon de travailler, puis de l'expérience qu'on a aussi avec le logiciel. Hein. C'est pareil, ça peut sembler très rapide, très vite, très speed, mais parfois ça demande un peu plus de temps. Oui, après ça dépend aussi, j'imagine, de ce que le réel veut au niveau des retakes, qu'il aimerait avoir ceci, cela. C'est ça. Ça peut être un peu. Et je vois qu'il y a des cheveux. Oui. Il y a des cheveux donc. Oui, alors on peut émuler. Alors ça, c'est ce qu'on m'avait demandé. On m'avait demandé un petit peu. Il y a les cheveux à faire. Je suis pas groomer. C'est Fibermesh, c'est. Alors c'est du Fibermesh, effectivement. C'est un petit mode dans ZBrush. Exactement. Donc là, c'est des choses qu'on peut faire dans ZBrush. Donc ça, c'est juste pour émuler, on va dire, un petit peu des cheveux. On n'est vraiment pas dans quelque chose qui sera représentatif on va dire du. Non, ce sera refaire dans Maya. Ça sera refaire dans Maya ou dans Houdini. Dans Houdini, voilà. Tout à fait. Voilà. Donc c'est vraiment plutôt une étape un peu préliminaire, un sketch en quelque sorte. C'est ça. C'est encore une fois l'idée du sketch, quoi. Comme pour les vêtements. En fait, c'est pour choisir. En fait, c'est vachement un truc. En fait, c'est vachement un soft de choix. En fait. C'est un outil de direction artistique. Donc en fait, majoritairement, tu travailles avec le réel. Et tu crées, il vient et dit je le voyais plus petit, plus grand, plus gros, plus machin, avec des cheveux comme ci. Et en fait, jusqu'à ce que ça part en prod, quoi. Tout à fait. Alors une fois que c'est un peu que c'est acté tout ça, et on peut passer justement aux étapes suivantes, ce qu'on évoquait juste alors. Donc une fois qu'on est un peu ok là-dessus, phase 1 de Sculpt, on peut repasser à la suite. Okay. Et donc ça c'est juste un outil qui va permettre, par exemple, peut-être aux groomers. Aux personnes qui s'occupent les poileurs, comme on dit en français. Ceux qui mettent les cheveux. Ceux qui mettent les cheveux, la fourrure, etc. Les sourcils, les poils de barbe et tout ça, sur le visage, sur les personnages, sur les créatures, d'avoir déjà une intention. Il ne part pas de rien. Donc ça, c'est important de pouvoir aussi... on est vraiment dans un métier où on est au service du projet, mais aussi de l'autre.
Celui qui est après, il est essentiel en fait. Comment on fait pour satisfaire les besoins du step d'après. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ça c'est important. De toute façon, on travaille en équipe et c'est vrai qu'on... Complètement. Si tu te mets à travailler un peu genre tout seul dans ton coin sans faire partager les infos, etc., tout de suite tu te ça marchera moins bien. Puis tu travailles plus parce qu'en fait les gens ont besoin ils ont besoin d'être en cohésion avec toi pour savoir exactement ce qui se passe. Oui, c'est un métier où il y a besoin d'ego parce que c'est important d'être exigeant. En revanche, cet ego, il a intérêt à être très bien placé. C'est-à-dire qu'on le met dans sa poche une fois qu'on rentre en production, puisque l'essentiel en fait de notre travail, c'est vraiment c'est tourner vers l'autre. C'est tourner vers l'équipe, tourner vers le film, et on travaille tous ensemble, même si on se connaît que depuis quelques jours. Oui, en fait, c'est aussi ça qui est marrant d'ailleurs dans les productions, pour ceux qui ont la chance de pouvoir en faire. Hein, et tout simplement, tu finis par rencontrer plein de gens en très peu de temps qui deviennent entre guillemets tes meilleurs amis parce que tu as besoin de discuter avec eux, partager, rencontrer différents avis, etc. Oui, complètement, c'est extrêmement enrichissant. C'est super, je reste avec de très très bons souvenirs de ça, tout à fait. Je vais me retourner vers toi. c'est le retour. Ça va ? Bah oui, nickel, parfait. Alors, moi j'ai envie de te demander juste par rapport à ça, qu'est-ce que tu aimes bien là-dedans en fait ? Comment tu l'as découvert ? Enfin, avec l'école, mais qu'est-ce qui t'a plu ? Alors, est-ce que ça te plaît déjà ? Et qu'est-ce qui t'a plu ? C'est de pouvoir passer de la 2D à la 3D, ce travail de liberté aussi. Quand on vient de Maya, c'est tout est du hardware et tout, c'est d'art surface. Et du coup, on passe sur quelque chose de beaucoup plus... Donc c'est la créativité qui t'a... le passage. Côté aussi organique du... Ouais. Je trouve que c'est quand même plus simple. Oui, parce que c'est vrai que quand tu es dans Maya, tu es sur des trucs très durs, très cassants. Tu es en mode, je peux pas mettre des milliards de polygones et de peindre dessus, quoi. C'est moins comme ça. Plus dans Blender, d'ailleurs. mais c'est vrai que ce que tu dis là, ça a l'air d'être, je fais ce que je veux. C'est ça. C'est vraiment, on peut partir de rien et faire un truc vraiment chouette avec pas grand-chose, quoi. Ouais. C'est cool, Donc c'est vraiment cette partie-là que je trouve que vous développez tous les deux. C'est vraiment, vous dites vraiment... c'est un peu ce choix qu'on disait à l'instant, c'est on fait des choix artistiques, on rate, on revient, mais c'est vrai que ça s'approche du dessin. Oui, c'est le même, mais c'est vraiment le dessin en 3D, quoi. Voilà. Donc, alors la prise en main, bête, mais... la prise en main, ça t'a paru comment ? Alors quand c'est un nouveau logiciel, c'est toujours un peu compliqué au début. Toujours un peu, il ressemble à tous les autres pour la prise en main ? L'interface, il y a des trucs qui sont quand même différents, notamment tout ce qui est les outils sur le côté et tout avec les menus déroulants, ça c'est différent, mais ça se prend en main assez facilement. Il faut comprendre la logique du logiciel, je pense plutôt. Ok, il a une logique quand même un peu particulière. Truc de refaire facilement, de faire des Z-remeshers, des mesh pour vraiment casser mais reconstruire sur une base plus... Ok. Donc toi tu as appris ici, ok. Ouais. Donc tu as compris, on va dire, l'essence du truc, quoi. Tu n'as peut-être pas tout, mais tu as assez d'outils pour travailler tout seul, en fait, dessus. Hein. Est-ce que tout seul, je pense que tu aurais pu faire le même apprentissage ? Enfin, je veux dire, c'est facile à trouver, je pense que ça aurait été compliqué quand même. Ouais. Non, mais c'est une vraie question parce que en tant que prof et en tant que professionnel, des fois on ne sait pas forcément trop. Tu vois, on se dit ce qu'on donne aussi, c'est ça marche comme ça. Et puis finalement, ils auraient peut-être pu le trouver tout seul. Tu vois. En fait, c'est juste que je pense que j'aurais pas su quoi chercher. T'arrives là-dessus, c'est quand même, y a quand même beaucoup d'infos. Rien que pour commencer à faire un mesh en 3D, il faut savoir où commencer, quoi. Et c'est marrant parce que c'est un peu antinomique avec ce qu'on dit par rapport à la créativité. Tu vois, c'est pas tu as l'air de dire ouais, mais enfin c'est quand même pas un stylo, quoi. Tu vois, c'est un stylo, il y a tellement de boutons dessus que tu sais pas sur lequel appuyer. Mais à la fois, dès que tu as le bon bouton, c'est créatif, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme, faut se souvenir, ce que je leur dis souvent, vous vous souvenez du temps qu'il vous a fallu pour écrire votre nom, pour dessiner, c'est ça, pour se mettre à dessiner correctement, ça se compte en années. Là, en fait, à partir de leur formation, on va dire qu'en 10 jours, ils commencent à être vraiment autonomes, si tu veux. C'est beaucoup plus rapide. Ouais, c'est très rapide. Une fois qu'on a compris le truc, après, c'est des problèmes techniques, mais ça se règle pour le coup avec le temps, quoi. Ok, bon, c'est super intéressant. En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront après sur YouTube, sachez que je pense quand même qu'il y a énormément de possibilités d'apprendre via les réseaux, via d'autres gens, etc. Et je pense que commencez pas forcément tout seul à l'arrache,
parce que ça peut être un peu rebutant. Oui. Je pense que prenez un premier tuto simple on va dire, générique, on va dire, d'explication de l'interface, ça sert à ça, et voilà. Parce que ça peut être un peu, des fois, rebutant, parce que tout le monde vous dit, c'est super créatif et tout, et toi, tu arrives avec ton truc, tu sais même pas sur quoi appuyer. Ouais. Voilà. Moi, je sais que je suis pas du tout spécialiste de ça, très très loin, mais je sais utiliser, on va dire, je sais tourner, je sais peindre, j'ai compris comment ça marchait, mais ça m'a suffi pour faire des trucs, tu vois, pour faire la base, tu vois, des choses assez simples, tu vois, je connais pas la moitié, même pas le quart de ce qu'il y a dedans, mais je pense que c'est important pour profiter en fait de cet espace créatif en fait. Complètement. Parce que c'est vraiment, je trouve, c'est ça que je trouve terrible, c'est que c'est vraiment créatif. Dedans, on peut évidemment faire du sculpte là, comme là, mais on peut peindre aussi. Alors ça, c'est moins utilisé aujourd'hui, mais on peut peindre pour juste au moins donner des bases de matière. Par exemple, sur ces créatures-là, voilà, par exemple. Vous êtes, bon, que la jeunesse et la moins jeunesse pourraient reconnaître éventuellement. Donc les petits bouffetous. J'ai pas la ref. Hein. Bah, ça, c'est donc là, moi, j'ai travaillé pour des studios. Donc je parlais d'Ubisoft tout à l'heure, mais je travaillais aussi pour un studio local, dans le Nord, en fait, qui s'appelle Ankama. Donc j'y ai travaillé quelques années, voilà. Et donc là, en l'occurrence. Pour un prototype, un des énièmes, X prototypes qu'on a pu faire pour essayer de passer à la 3D, on va dire, sur leur projet, je me suis retrouvé à devoir travailler donc sur des créatures qui initialement étaient extrêmement cartoon, avec des lignes extrêmement tendues. Là, oui, c'est le cas. En fait, c'est le cas. Et donc, c'est aussi un peu l'occasion de se dire, de se challenger en se disant, voilà, je peux faire des choses un peu, voilà. Donc là, pour le coup, le travail de couleur, on le fait par gros aplats. On peut le voir là comme ça. Ouais. Ça permet de voir déjà. Ça donne déjà une intention, ça permet déjà de définir un peu certaines choses. Donc là, notamment, un personnage qui j'ai dû faire en deux positions. Ouvert-fermé. Ouvert-fermé, et en fait, retopologie, ouvert pour arriver à fermer. Ouais, très bien. Voilà. Donc ça, c'était un petit challenge sympa, mais c'était très très bien, ça a plutôt bien fonctionné. C'était plutôt pas mal. Un autre truc là, que j'ai utilisé, par exemple, pour une démonstration il y a quelques jours. Donc là, c'est pareil, on repartait de pas grand-chose. L'idée, c'était de se dire la question qu'on devait se poser. Donc, c'était comment je peux faire pour sketcher justement mon modèle? Est-ce que je peux aller jusqu'à la couleur pour sketcher mon modèle, etc. Ça, c'était une question qui était vraiment centrale. Et puis, du coup, on s'est amusé en fait à se dire voilà, on peut le faire. Là, on a un premier sketch qui est là, qui est OK, très bien. Et puis, en fait, ce même modèle, je peux y apposer de la couleur. Donc, si par exemple, je considère que la couleur de ce modèle, en fait, elle devrait être un petit peu changée, eh bien, je peux utiliser des brushes de couleur. Donc, je peux aller un petit peu plus loin là-dessus. Donc, par exemple, je vais utiliser une brush, on va dire, standard. Voilà. Je lui demande de ne travailler que sur la couleur, et je peux définir une couleur, par exemple, un peu plus verte à cet endroit-là, par exemple, si c'est ce que je veux faire. Quoi. Ok, donc ça marche comme un pinceau. Exactement. C'est comme si on peignait des figurines. En ouais. fait. C'est un peu la tendance qu'on pourrait se donner là-dessus, quoi. Donc, voilà. Donc, et donc ça, c'est amusant. Et donc, on peut déjà prototyper énormément de choses en termes de visuel, et on retrouve encore une nouvelle fois cet outil de direction artistique. Oui, et dans la production, c'est utilisé en couleur ou pas? Alors, peut-être sur les phases préliminaires pour donner une intention, pour montrer, par exemple, à son DA, à son caractère artiste principal, ou éventuellement son client. C'est intéressant de le faire. Donc moi, je le fais souvent, notamment, comme je le dis, pour pouvoir proposer très rapidement un premier jet, on va dire, au client. Leur donner l'occasion de me donner un maximum de retours avant que je passe sur des étapes techniques peut-être plus lourdes. Ouais, ou ça va prendre du temps. Exactement, ouais. Et donc là, ça les satisfait assez rapidement. Et puis, une fois que j'ai les retours, en fait, on peut déjà corriger pas mal de choses. Et puis, une fois que la ligne est tracée, on suit le chemin, quoi. Ok, voilà. Super. T'as d'autres petits trucs à nous par exemple, des petits trucs techniques en mode des petits tips ou des choses à savoir, ou comment bien débuter Comment bien débuter, oui, on peut partir toujours sur des formes relativement simples. Moi, si je veux débuter, par exemple, je connais pas grand-chose, à part l'interface, je commence par faire quoi, toi? Alors, il y a plusieurs options. La première option, c'est d'aller chercher une primitive qui convienne à peu près à ce qu'on veut faire. Donc, primitive, c'est la sphère? C'est la sphère. La primitive, c'est la petite sphère. Donc, on prend une petite sphère comme ça. On la rend éditable. Et puis, cette sphère, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est appeler d'autres primitives. Ok. Donc, par exemple, je vais y insérer un nouveau modèle en disant, là, je vais insérer, par exemple, un cylindre. Donc, j'insère un cylindre qui est là. Ce cylindre, je peux le mettre à l'échelle pour qu'il soit à peu près de la forme que je veux, en fait, et de l'orientation que je veux. Disons, là, du coup, je le mets un peu comme ça, par exemple. Et puis, je me dis, tiens, le visage, c'est sympa, mais moi, je voudrais
allez, j'ai besoin d'un menton un peu plus proéminent, proéminent, ou alors des joues un peu plus rondelettes. Eh bien, je peux très bien dupliquer cette même sphère, et puis le décaler, et puis changer un petit peu la forme, élargir un peu. Ok, donc avec des primitifs, tu vas créer un modèle en fait. On peut faire des choses comme ça. Alors, ce sont des choses que moi j'ai vues souvent en production, notamment sur peut-être sur des sur les premiers Mignons, en fait, par exemple. Enfin, pas les Mignons, mais les premiers moi chez Méchant, là, Despicable Me. Oui. Alors, ils avaient un sculpteur, et brocheur, on va dire, je ne sais plus comment il s'appelait, Michael, j'ai perdu son nom, un Américain, pour le coup, et qui travaillait essentiellement comme ça, parce que c'était plus évident de retrouver des formes assez pures, assez rapidement en utilisant des primitifs. C'était plus simple pour lui. Ok, mais je connais des gens qui font comme ça aussi sur Maya. Ouais, tout à fait. Ça se fait. Hein. Et on le fait dans Maya aussi, et bien sûr, et ça, c'est des choses qu'on rétablit. Mais par exemple, ce genre de choses, là, je m'amuse, je prends ma petite primitive, BMW. Mais bon, on sent quand même bien les sphères les unes avec les autres, quoi. Alors, pour l'instant, oui, effectivement. Donc là, c'est vraiment un truc qui est un peu... Bon, c'est vraiment préliminaire. Mais par exemple, on peut très bien se dire, là, je vais définir... je vais demander au logiciel de mélanger toutes les formes. Ok. D'accord. Donc, c'est-à-dire que là, pour l'instant, ce sont 3 layers séparés, 3 subtools séparés. Ça. Et puis, on va simplement les merger. Donc, on fait merge down, on fait OK, merge down une nouvelle fois. Donc là, ça change strictement rien. Hein. Ouais. C'est toujours la même problématique, on est d'accord. En revanche, si on réfléchit bien, on peut utiliser un algorithme qui va nous permettre de mélanger toutes ces formes de la meilleure manière possible. Donc, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle le Dynamesh. Et ça, c'est justement un outil qui est vraiment essentiel dans le workflow, puisqu'en fait, il nous permet ça a mergé. Là, on voit bien. Là, on a plus ce côté un peu sphère reposée. On a quelque chose où on a lissé et on a une vraie fusion des formes, en fait. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, en sculpture, on le fait comme ça aussi. Donc, un artiste chez qui j'ai pu faire un stage de sculpture il y a quelques années, qui est incroyable. Il utilise en fait de la glaise à l'huile, comment ça s'appelle, la Monster Clay par exemple. Et en fait, il prend des petites boulettes, il les met. Donc c'est comme des petites primitives en fait qui rajoutent et qui vient après softer, etc. Exactement, il vient lisser, alors soit avec la chaleur du pouce, soit avec aussi parfois une flamme ou des choses comme ça pour lisser vraiment les choses. Donc ça c'est donc faut que je retrouve le nom. C'est Cyril Rocklen. Ah, Cyril Rocklen. Si tu nous écoutes. Voilà, Cyril. Voilà. Pareil, voilà. Mais on s'enrichit toujours de toute façon au contact des gens. Et gardez bien en tête que aussi dans le métier qu'on fait, on est toujours en perpétuelle formation. On n'est jamais entre guillemets fini. Dans le sens où on continue toujours à apprendre. Et moi, dès que j'ai l'occasion de pouvoir aller faire partager un atelier de sculpture, j'y vais. Je me suis mis à la lutherie il y a quelques temps. On est sur du travail du bois, c'est encore autre chose. On est encore sur d'autres... Là, j'envisage même peut-être, je sais pas, un stage de dessin avec Michel Loricella, on sait jamais, pendant l'été. C'est pas un truc qu'on doit s'interdire, en fait. On continue à se former. L'école, c'est un vrai booster. L'école, c'est vraiment essentiel. Être en contact avec d'autres élèves, avec les profs, etc., c'est un truc vraiment central pour apprendre beaucoup plus vite. Effectivement, YouTube, on va avoir plein de choses. Mais on n'aura que la surface des choses. On aura qu'une Il y a un peu à boire, à manger aussi. Et puis, savoir, être en capacité de traiter en fait, l'information. On est effectivement abreuvé de plein de choses, c'est ça. Mais c'est délicat. Et puis souvent, généralement, quand on nous propose un truc un peu sympa, il y a quand même un produit derrière à vendre, ce qui est logique. Donc voilà. Mais cela dit, ce que je veux dire, il y a un vrai truc génial là-dedans, c'est dans le fait de pouvoir justement bénéficier de l'enseignement en direct. Partager, bénéficier de l'enseignement, etc. Et puis être dans une classe, un esprit de classe, un bon esprit de classe, c'est vraiment essentiel dans la réussite de son apprentissage. Ok. Voilà. Moi, j'ai une autre question par rapport au début, tu vois. Là, tu commences avec des boules et tout, mais rassure-moi, tu travailles avec des refs. Toujours. La plupart du temps. Là, j'en ai pas sous la main, donc j'improvise. Pas de souci, pas de souci. Mais effectivement, c'était aussi pour donner le bon conseil de dire attention, partez avec quelque chose, partez avec une ref, quoi. Oui, improviser, c'est bien, mais ça va durer un temps, on va dire. C'est surtout quand tu n'as pas tout de suite les capacités, entre guillemets. Je pense qu'il faut d'abord commencer par reproduire. Pour acquérir en fait le maximum de sûreté autour de la technique. Ouais, complètement. Pour ceux qui vont passer leur bac là, dans pas longtemps, j'imagine, il y a la poétique d'Aristote. C'est un truc que j'aime bien souvent évoquer. Il y a la phase en fait, donc c'est un petit peu tout le cheminement pour devenir un poète, en quelque sorte, un artiste. Eh bien, il y a la phase d'imitatio. Imitatio, c'est la phase d'imiter.
Et imiter, c'est apprendre, en fait. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Et imiter, les fameuses c'est, séquences. C'est ça. Exactement. Exactement. Et donc, imiter, c'est pas grave tant qu'on est dans l'apprentissage. Imiter, quand on produit quelque chose et qu'on dit que c'est nous, enfin voilà, que ça vient de nous, non, c'est pas vrai. C'est pas très bien. En revanche, imiter pour apprendre, c'est essentiel. On a imité nos parents pour parler, pour marcher, etc. Ouais, clairement, la notion, elle est ou essentielle. les grands frères, Ouais, etc. évidemment. Et donc là, en quelque sorte, dans l'apprentissage, on est aussi dans le travail de l'imitation. On demande souvent aux étudiants d'imiter un peu ce qu'on est en train de faire. Au moment où on est en train de le faire, justement pour leur permettre d'avoir les premiers gestes. En fait, tout à fait, voilà. tout à fait d'accord. Je te laisse avancer sur le départ comme ça. Hop, je pose une question, tu vois, Thomas, direct, tu vois, en mode tac, tac. Moi, je suis un petit peu intéressé par rapport à la fin de tes études. Ok. C'est-à-dire que là, tu es en 4e année, il te reste donc une année, une année charnière, puisque c'est une année où tu produis un film avec d'autres camarades, comme beaucoup d'écoles 3D en France et ailleurs. Est-ce que tu sais déjà ce que tu aimerais faire? Bonne question. Enfin, pas forcément sur le film, mais après. Ah oui, c'est-à-dire, après. Non, bien sûr. C'est une bonne question. Oui, je sais, je pose la bonne personne, parce qu'en plus, j'aime tout, en fait. Donc, mais c'est intéressant. Compliqué de choisir. Ouais. Alors vas-y, tout, mais en fait, c'est pas vrai. T'aimes pas tout. Donc, qu'est-ce que tu préfères quand même? Qu'est-ce que je préfère quand même? On a vu là en 4e année, on voit tout ce qui est FX et Prévise. Ouais. Donc c'est deux aspects qui me parlent. Donc FX, ça va être la génération d'effets spéciaux. Ouais, voilà, surtout avec Houdini, du coup, un autre logiciel. Ouais. Voilà. Prévise, donc la génération de une sorte de maquette, d'animatique à maquette d'un film avec du coup Unreal. C'est ça. Voilà. Donc nous avec Unreal, voilà. avec un peu, un peu mais finalement ça peut être avec n'importe quoi, mais là c'était avec mais oui, c'est ça, c'est deux trucs qui t'ont bien marqué. Ouais, c'est différent parce que c'est pas les mêmes. On travaille pas du tout la même chose, mais il y a la créativité dans les deux cas, que ce soit pour les cams, pour Unreal, travail de cadrage et tout. Puis Houdini, truc d'effets spéciaux, c'est... Ouais, pour le coup, je pense que j'ai l'impression que quand même, malgré tout, enfin, je sais pas si c'est vrai, mais je me dis quand même, en cadrage, il y a vachement d'artistique. Ouais. Alors, c'est pas que de Houdini, il n'y a pas d'artistique, mais il y a quand même beaucoup d'apprentissage de compétences techniques dans Houdini que tu n'as pas forcément au départ pour faire du cadrage dans Unreal. C'est pas, c'est pas les mêmes compétences techniques. Ouais, c'est pas les mêmes. C'est un truc, c'est très Houdini, c'est très c'est brut, c'est du logiciel, c'est compliqué, il y a des matrices, des vecteurs. Force, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tout ce qui va être cadrage, c'est plus comprendre comment amener le regard du spectateur, comment bien. C'est ce que je trouve plus artistique, tu vois. Ah oui, donc c'est deux choses différentes. Mais Houdini, ce qui est cool, c'est vraiment on s'inspire du réel pour faire quelque chose qui fonctionne, qui paraisse vrai. Et ça, c'est intéressant aussi parce que du coup, on apprend à décortiquer notre environnement, comment fonctionne une cascade d'eau, comment l'eau va ruisseler autour des cailloux, comment ça va interagir en fonction d'une pierre ou d'herbe. Donc pareil, donc ça, c'est des trucs que tu as toujours besoin de références. Prendre des vidéos, par exemple, on se balade dans l'herbe, on voit le vent qui fait un peu des foufous dans les... Et t'essaies genre de faire ça, quoi. Parfois, on est amené à récupérer ce truc-là pour essayer de le refaire bouger, pour faire vivre un décor. Ok, donc ces deux trucs-là en priorité, on va dire pour l'instant. Ouais, en priorité. Mais ça peut changer l'année prochaine. Mais ça peut changer, ça peut très bien changer. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as essayé, que tu as aimé? Plus largement, tout ce qui va être modélisation de manière générale. Donc le sculpte, la modélisation. Ok. Donc ça de manière générale. Et après... 4e choix. C'est vrai que l'anime, je suis pas trop fan. Donc c'est vrai que oui, l'anime en tant que tel, donc en tant qu'animation. En tant qu'animateur, c'est pas quelque chose pour l'instant que. C'est pas quelque chose qui me parle. Mais je vois ce qu'on peut trouver d'attirant là-dedans. Alors spoiler alerte, l'anime c'est le mois prochain. Mais oui, le travail du mouvement et tout, c'est vrai que ça peut être intéressant d'essayer de comprendre, de décortiquer comment le mec va lancer un caillou, enfin genre le truc de comprendre l'agencement musculaire, tout le poids, voilà Donc c'est vrai que je peux comprendre, mais moi c'est pas. Il y en a qui disent, et je suis d'accord avec eux, que c'est hyper artistique, que c'est hyper créatif. Ah oui, parce qu'il y a différents, que ce soit un truc cartoon. Tu vois, c'est un peu comme ceux qui dessinent, tu vois, qui posent les poses clés, tu sais. Et il y a les intervallistes aussi.
ben, quelque part, tu as cette créativité de mettre tes pauses clés, tes bonnes pauses clés, quoi, avec la bonne dynamique du corps. Mais on en parlera le mois prochain avec Cyril Cohen. Et donc, une autre personne étudiante. Voilà. Ce sera pas moi, du coup. Sacré rendez-vous. Mais en tout cas, voilà. La lime, c'est pour l'instant un truc que tu n'as mis pas de côté, mais disons qui est là et qui t'intéresse moins. T'intéresse un peu moins. Ouais. Ok. Et le rendu, parce que finalement, on rend de l'image. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a toutes les phases on va dire de fin de prod et de début post-prod. Donc c'est ça. Lighting rendu compo. Lighting rendu compo. C'est vrai que c'est aussi très, très, très chouette. C'est encore une autre manière de s'inscrire, de ramener une part de soi dans un travail. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant dans ce métier. Parce que tu vois, on a tous commencé à un poste, parce que tu ne fais pas tout en même temps. Oui. Et puis finalement, selon tes désirs et tes envies, et puis surtout la place que tu prends dans le truc, bah, tu changes un peu, quoi. Il ne faut pas rester fixe, tu vois, tu changes, tu apprends des nouveaux trucs. Et puis finalement, tu te retrouves à faire du lighting alors que tu étais censé faire que de la modé. Enfin, ça pourrait arriver. Enfin, tu vois, moi, c'est sûr. Oui. C'est chouette, il faut savoir essayer d'évoluer. Et puis je pense que la plus grande qualité, c'est d'être intéressé. Ouais, je pense. D'être curieux, quoi. Ouais, je pense aussi, ouais. Si je dis une bêtise en disant ça. Non, je pense que c'est clair. Eh ben, hop, je me retourne vers toi, du coup. Oui. Alors, eh ben, ouais, putain, je me suis retourné, il y a un personnage. C'est rigolo. On s'amuse bien, c'est marrant. C'est impressionnant. On voit, Ouais, ça peut aller très très vite. Ouais, super. Ouais, c'est un très bel exemple pour ceux qui se demandaient. On peut quand même arriver à des choses assez rapidement, puisque c'est impressionnant. Tu as beaucoup d'expérience, mais quand même, c'est impressionnant. C'est chouette. C'est chouette de voir ça. Du coup, dans les tips, c'est un peu pour toujours pareil, pour les gens qui ont envie de s'y mettre. Est-ce que tu as d'autres choses peut-être à parler ? Ouais, dessiner. Non, mais c'est bête, hein, tu as raison. Hein. C'est un peu. Alors après, dessiner, surtout faites des trucs nazes. Ouais, des trucs. Mais n'hésitez pas à faire des trucs, mais très nazes. Ouais. Et c'est pas grave. Parce qu'en fait, chaque truc naze vous porte vers un truc mieux. Et voilà. Et ça, c'est important. Moi, je n'étais absolument pas prédestiné à pouvoir faire ce métier, dans le sens où j'avais un petit peu, entre guillemets, réprimé mes envies, mes velléités artistiques il y a quelques temps. Il y a un peu plus de 20 ans de ça maintenant. Et en fait, finalement, je me suis dit, ben voilà, j'ai envie de me former à ça, j'ai envie d'arriver à ça. J'ai dessiné, peint, sculpté. Moyennement, pas forcément dingue. Et puis au fur et à mesure, à force de faire, en fait, le dessin c'est déverrouillé. La sculpture c'est déverrouillé. La peinture c'est déverrouillé. La sculpture a nourri mon dessin a nourri ma sculpture, ça j'ai remarqué, etc. Tout à fait. Ouais. Et ça, ne pas hésiter à faire des trucs vraiment pas ouf, quoi. Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide, en fait, puis en faire beaucoup. Et en faire beaucoup. Voilà, c'est pas parce qu'on rate une fois que c'est pas possible, qu'on n'est pas fait pour ça. Bien au contraire. C'est qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, qu'est-ce qui vous donne envie, en fait, de faire les choses. Ça, c'est vraiment l'élément central. C'est vraiment quelque chose qui est important. La passion, ça se développe aussi. Oui, je pense, mais c'est intéressant. Ouais, c'est un truc intéressant. Tu me parles là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants ici et ailleurs qui, au fur et à mesure, se découvrent des vraies passions en mode mais je pensais pas que j'aimerais ça à ce point-là et que finalement même si je suis pas employé entre guillemets tout de suite machin, je vais continuer à en faire parce que ça j'adore quoi. Ça me fait et je trouve que c'est super pour un métier comme ça quoi. Complètement puis pas hésiter à faire. Moi il y a des trucs par exemple comment on prod, les petites astuces que je donne des fois aux étudiants, je leur dis moi, j'ai commencé par faire du décor, des choses comme ça. Oui. Tu laisses un peu traîner des croquis qui traînent sur le bord du bureau, comme ça, nonchalamment. Mais tu fais ça, toi ? C'est ça. Ouais. Voilà. Puis bonjour, il y a un copain ou un collègue qui est malade, tu pourrais le remplacer, ou quelqu'un qui a décidé d'arrêter, ou quoi que ce soit. On propose. Ça ne t'intéresserait pas de ? Si, carrément. Et puis voilà, en fait, généralement, on n'est effectivement pas obligé d'être toujours employé directement au poste qu'on souhaite avoir. On doit aussi créer des opportunités une fois qu'on est dedans. C'est ce que je disais, tu commences là et puis après, voilà, c'est... En fait, je trouve que pour le coup, c'est beaucoup... Enfin, je trouve que c'est encore comme les anciens métiers où tu commences un peu en bas de l'échelle et tu avances un peu. En fait, je trouve pour le coup que la modé et le ZBrush, on peut s'y attaquer en premier presque. Tu vois, parce que si t'aimes, tu peux rester longtemps, mais tu peux évoluer facilement. Je dis ça parce que, par exemple, pour quelqu'un qui veut faire du rendu et du lighting, je trouve ça plus dur.
Ah bon, d'accord. Alors effectivement, parce qu'il faut un support. Par du lighting. Tu vois, tu vas pas aller dans un studio en mode, bon ben, j'ai fait du lighting, tout ça. Est-ce que vous allez m'employer en lighter? Lighter, c'est déjà une phase hyper loin. Et du coup, attends, on se connaît pas. Alors que j'ai l'impression qu'un gars qui fait du ZBrush ou quelqu'un qui fait ça. Alors c'est pas forcément toujours aussi évident, mais effectivement ça dépend des productions, ça dépend de ce qu'on peut proposer, mais voilà, tout dépend après du book, hein, bien entendu. Non, mais évidemment. Mais une fois que c'est ok, effectivement, on peut très bien se retrouver à voir ce genre de choses qui peuvent être proposées en pré-prod, au moins pour des recherches ou des choses comme ça. Alors, ça c'est une nouvelle fois, ça dépend des besoins du studio. Du coup, ma question, ce serait autour du fait de dire, est-ce que si je me mets dans ma chambre 3 mois et que je me mets à faire du ZBrush, que je connais pas d'autre chose, tu vois, est-ce que je peux imaginer travailler et faire que du ZBrush? Non. Non. Il faut être réaliste un peu quand même. Alors je dis pas, hein, on peut avoir des gens extrêmement doués, etc. Bien que moi le mot du don, en fait, oui, c'est un petit peu galvaudé. Hein, je suis plutôt sur le travail, sur une question du travail. Je pense que 90% de travail et 10% de don, éventuellement parfois 95% de travail et 5% de talent, on va dire ça comme ça. Le talent, c'est juste le truc qui va vous permettre de mieux comprendre, de bien capter ce qui se passe quand vous faites quelque chose, etc. Le travail, ça reste vraiment le cœur de votre épanouissement et de votre avancée. Métier. Tout à fait. Et du coup, alors, se former, on peut toujours se former en ligne, en tout cas avoir cette impression qu'on peut le faire. Mais est-ce qu'on peut imaginer, se dire, j'ai envie de travailler que là-dedans? En tant que débutant, j'ai appris, je sais pas, j'ai pas forcément fait une école de 5 ans, mais j'ai fait un apprentissage quelconque, on va dire. Je connais ZBrush, je suis capable de sortir des modèles. Est-ce que je peux dire, ok, je vais à mon compte, et je vais faire que du ZBrush parce que c'est mon dada, quoi? Alors, on peut déjà se mettre à son compte et faire ce genre de choses. Je le conseille jamais, surtout pas dans les premières années. Ça, surtout pas. J'ai une tendance plutôt à dire, faites au moins à minima 4-5 ans dans une boîte. Essayez d'avoir déjà un petit portefeuille de clients potentiels. Mais du coup, ouvert, généraliste plutôt? Alors, plutôt généraliste, parce que c'est déjà... les prods ZBrush, il y en a, mais elles sont pas non plus... disons, comme on vient de se dire, il y en a toujours un peu. Ouais. Mais faut la trouver. C'est ça. ouais. Alors c'est bien de pouvoir faire un petit peu tout, de proposer un package complet. C'est bien de pouvoir proposer un package complet. C'est ce que je voulais savoir. C'est vraiment ça. Je pense que honnêtement, être généraliste plus des aptitudes supplémentaires, c'est vraiment bien. Par exemple, vouloir se spécialiser en direction artistique. Avoir un peu de 3D, par exemple en concept art ou des choses comme ça, c'est important d'avoir de la 3D quand on fait du concept art. Oui. On ne fait pas que la 2D. On peut faire que la 2D, mais c'est bien d'avoir ça en plus. Du coup, on peut dessiner. Complètement, ouais. Comme tu disais tout à l'heure. Je pense par exemple à Ronan Le Fur, qui est Doux Fresh, en fait, qui, pour le coup, est typiquement le genre d'artiste extrêmement talentueux qui va mêler sans problème en fait, de la 3D avec de la 2D. C'est pas un problème, et c'est même essentiel dans son pipe d'avoir les deux, en fait. Et donc, avoir les deux, ça octroie, en fait, on va dire au client une plus grande facilité à se projeter dans la proposition du concept, etc. Tout de suite, tu fais la transformation de ton dessin en 3D en disant ça donnera ça, quoi. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ça après, Ronan, lui, ça lui permet de faire ce genre de choses. Donc en fait, moi, de ce que j'entends de ta réponse, c'est être bon dans ZBrush et vouloir faire ça, c'est possible, mais il faut au départ être quand même plus ouvert pour justement pouvoir amener beaucoup de richesse dans ce qu'on propose, en fait. Complètement. Ouais. Et ne pas forcément créer uniquement. Alors il peut y avoir des gens ultra spécialisés mais c'est limitant. C'est limitant. Surtout au début, en fait. Surtout au début, ça, en fait. Oui. Ça, je pense que c'est bien aussi d'être en capacité de regarder d'autres choses, parce qu'on peut voir sur un prisme une façon de voir les choses, et puis se dire c'est vraiment ça que je veux, puis, et pourquoi pas, hein, c'est vrai. Et puis finalement goûter à autre chose en se disant ça serait quand même cool. Voilà, moi je suis parti dans la 3D parce que je voulais faire des marionnettes. Hein. Voilà, c'était ça. Il fallait hors de question de transformer l'appartement que je partageais déjà avec mon épouse quand on était étudiant. En atelier, c'était pas possible. Hein. On avait la chance d'avoir 50 mètres carrés. C'était la folie. Mais non, c'était pas possible de transformer ça en atelier. Donc la 3D, ça a été vraiment salvateur là-dessus. Okay. Mais ça me permet de raconter des histoires quand même. Oui. Tu vois, t'as toujours aimé ça, exactement, du coup, Exactement. Okay. Donc ça c'est essentiel. Donc bien se former à d'autres choses, c'est important.
Le lighting, je pense que faire de la photographie, c'est pas un truc déconnant, tu vois. C'est mon cas. Ben voilà. Ouais. Donc tu vois, c'est plein de choses comme ça. Et puis ben effectivement, dessiner, peindre, enfin réutiliser les arts premiers en fait à chaque fois. Oui, pour vraiment parce qu'au final, c'en est un. Enfin, quelque part, c'est une extension de ça. Quoi. Donc il faut garder un peu le relais avec ça. Jouer la comédie. Cyril. Oui, Cyril, on en parlera, mais lui, bien sûr, il est capable de prendre une posture. C'est souvent on utilisait le terme d'animateur-acteur. Oui, tout à fait. Voilà, donc il y a vraiment ce côté-là qui est vraiment central en fait. Où on a justement un travail sur le rôle. Oui, tout à fait. On a d'ailleurs, il y a un prof ici qui vient, qui s'appelle Robert Bennett, qui est connu comme le loup blanc dans tous les grands endroits où ils ont besoin d'un acteur qui est capable de jouer n'importe quoi et surtout qui est capable de donner à son corps des postures qui vont ressembler à ce qu'on a besoin. Et c'est juste, c'est incroyable. Ouais, formidable. C'est tout à fait formidable. De toute façon, c'est ce qui est génial avec ce métier, on rencontre beaucoup de gens et du coup. On vous souhaite et on te souhaite de continuer à faire ça jusqu'à déjà là, à finir ton film, aller en 5e année, faire ton film et surtout voir ce métier-là qu'on connaît bien et qu'on aime bien. Quoi. Voilà, moi je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet. Je pense qu'on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Je regarde s'il n'y a pas des petites questions. Ok, non, ça a l'air d'être ok. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci, merci d'avoir répondu à l'appel du stream. Merci les viewers. Et comme d'habitude, on se donne rendez-vous le mois prochain. Si je dis pas de bêtises, ça sera donc le 10 avril, le jeudi 10 avril à 18h30. Avec un nouveau sujet qui sera donc l'animation avec Cyril Cohen et un ou une étudiante à ce moment-là. Merci à tous, merci à vous tous et à très bientôt. Salut. Bonne soirée. Salut, bonne soirée.